Bonjour et bienvenue à cette table ronde sur la décarbonisation. Je m'appelle Lisa Herzog et donc je travaille à l'Université des Pays-Bas donc pour l'économie et je suis la co-organisatrice de ce panel. Et on ne peut pas penser au futur sans voir le travail et l'environnement et les changements climatiques. En fait, c'est un des grands changements et il y a tellement de choses en fait. Par exemple, la diversité, la biodiversité, il faut penser donc au futur et au système économique et en fait le futur de notre travail. C'est mon plaisir de vous présenter trois merveilleux intervenants qui vont discuter de ce sujet avec moi. C'est Kate Aronoff, elle est journaliste à la New Republic et est connue pour ses diverses contributions sur les changements climatiques et sa relation avec le système. Et donc, on a parlé en fait de toutes ces questions. En fait, elle a écrit Surchauffer, comment le capitalisme a brisé la planète et comment nous pouvons riposter. Une planète à gagner, pourquoi avons-nous besoin d'un Green Deal? Et We Own the Future, le socialisme démocratique à l'américaine. Kate, merci beaucoup d'être avec nous. On ne vous entend pas. Est-ce que quelqu'un derrière dans les coulisses peut dire quelque chose? En fait, vous avez entendu Kate. Ah ben c'est merveilleux, moi pas. Et donc je continue. Je suis heureux de savoir que vous l'avez entendu. Moi, je ne l'ai pas entendu. La deuxième oratrice n'est pas Christina Toutzenis parce elle a dû décliner parce qu'en fait, elle a un refroidissement, mais nous avons Elisabeth Estoni qui est arrivée à la dernière minute et donc elle travaille avec Kate et donc elle s'occupe des sciences politiques, elle s'occupe en fait sur des politiques et du féminisme et des politiques. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi. Est-ce que oui, ça fonctionne. Et puis Erin Gindon, qui est un professeur en économie, donc à l'université donc des sciences et il est aussi un des directeurs exécutifs de l'International Development Economics Associates et dans ses recherches, il a parlé en fait de la vulnérabilité, de la fragmentation des marchés du travail. Et Eric, merci beaucoup. Il a parlé de la déstructuration. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et nous sommes à avoir la possibilité de discuter ensemble sur les questions et donc avec la messagerie. Et voici les questions que j'ai à vous poser. Donc nous aurons 40 minutes à 45 minutes. Donc, quel est, selon vous, le plus grand défi pour la décarbonisation du travail et quelles sont les opportunités et les défis? D'abord Kate, et puis Alissa, et puis Eringe. Qu'est-ce que vous voyez comme plus grand défi pour la décarbonisation? Mais qu'est-ce que vous voyez aussi comme opportunité à ce niveau?
J'essaie donc, voilà, le micro, oui, on vous entend parfaitement, on vous entend parfaitement, madame. Ça fonctionne bien. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité aux organisateurs de cette manifestation. Euh, c'est un plaisir pour moi. Mon travail de suivre un peu ce qui se passe dans le monde et comment ce qui se passe et qui n'est pas vraiment une réussite, en fait, c'est vraiment un problème. Et petit à petit, nous voyons comment les choses vont évoluer depuis les derniers mois. Et par rapport à ces questions et à l'historique, la carbonisation, décarbonisation, le travail que nous devons faire, et en fait voir le panorama qui n'est pas brillant, il faut bien le dire, à ce niveau. Et donc, je passe beaucoup de mes jours et de mes journées à parler de cela et à étudier, et j'ai pensé beaucoup penser à la question de la décarbonisation parce que les personnes comme moi et leur travail doivent voir une idée de ce qui se passe, de ce qui se passe et de ce qui se passe parce que beaucoup de gens, ce sont en fait les arcanes que l'on va gérer et ce n'est pas quelque chose qui vous responsabilise et qui vous donne la possibilité d'agir. En fait, c'est un peu toute cette histoire de destruction, à cette destruction massive à laquelle on assiste dans la plupart des pays et par rapport aux structures et aux pertes. Mais en fait, ce n'est pas un processus qui vous donne le pouvoir, certainement pas, et qui vous responsabilise. C'est en fait un changement historique qui sera en fait important pour nous et il faut saisir l'opportunité. Et c'est important pour moi de voir comment nous allons travailler par rapport aux différents rapports et de parler de ces personnes qui sont intéressées dans ce processus, voir ce qui est intéressant par rapport aux capacités et les politiques, voir ce qui se passe. Et ceci est très important. Mais ce n'est pas toujours possible. Et voir comment les personnes donc dans les campagnes présidentielles, parlent de tous ces thèmes, et puis après, ils s'évanouissent. En fait, il y a différentes actions qui doivent être entreprises au niveau mondial, et puis après, il y a en fait des processus démocratiques qui doivent être mis en place, mais cela ferait la différence pour les pays, parce que la politique se passe, et c'est quelque chose d'important à ce niveau, de voir comment la politique peut réagir à ce niveau et de comprendre que nous avons tous besoin de voir comment ces questions vont évoluer par rapport à ces expériences, par rapport à ce qui se passe dans leur travail. Ceci est très important par rapport à ces questions. Par rapport aux relations de travail, par rapport aux différentes questions. Et une des questions importantes aux États-Unis, c'est cet appétit que l'on a par rapport à ce processus de démocratisation. Et les élections se passent, et puis après une crise, on va en trouver une autre. Et il faut travailler en fait à ce propos et mettre les choses en pratique. Et c'est important pour l'économie des États-Unis. Donc, si on peut comprendre quel est ce projet, comment on va travailler, comment c'est important à ce niveau, et il est difficile
de voir quelle est cette expérience à ce niveau avec ces politiques populistes par rapport à ces actions que l'on va entreprendre et puis qui après disparaissent de la scène. Voir comment les gens peuvent intervenir et prendre leur destin en main, ça c'est important. C'est important et ça donne un sens à la vie, évidemment. Donc, il y a en fait la question de ce processus qui va être mis en place pour la décarbonisation. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant sur ce thème. Alissa, merci à tout le monde pour être ici présent. J'allais un petit peu mentionner la question de la démocratie et comment démocratiser, et qu'il y a des défis à relever, bien sûr, dans les institutions dont on a déjà parlé. Et je pense quels sont les problèmes à ce niveau, les aspirations pour décarboniser, et la question du marketing, de tout ce qui se passe au niveau de la décarbonisation. Et je pense que, en fait, est-ce qu'on va en fait décarboniser, cela va de pair avec la démocratisation? Je crois voir comment on peut avoir un contrepoids à ce pouvoir par rapport aux directeurs de ces entreprises pour notre environnement et comment ils pourront agir à ce niveau. Je crois que ce qui est important, c'est de voir comment, en fait, ils peuvent toujours s'en tirer en toute impunité et que les résultats ne sont pas très bons pour la planète. En fait, voir comment les travailleurs sont mis d'un côté et puis on est en conflit par rapport à l'entreprise qui vous emploie, la question du carbone, des puits carbone, et puis nous voyons comment on va démocratiser la société, mais comment faire par rapport à ces questions et voir quelles sont les relations, voir comment il y a en fait tous ces pouvoirs, l'industrie, ceci est important, et dans la structure en général. Et la transformation à ce niveau, c'est tout à fait significatif. Il y a beaucoup en fait de vision à ce propos. Cela est important, il y a beaucoup de travail et c'est quelque chose et un défi important à ce niveau. Je pense qu'on aura quand même quelques espoirs et quelque chose qui vont nous donner des encouragements à ce niveau. Et en ce qui concerne le monde et ce capital mondial qui circule d'un coin à l'autre de la planète, je crois que c'est important voir en fait ce forum sur la démocratisation, mais je crois que c'est un grand défi que nous devons relever et c'est important par rapport à ces institutions, par rapport à toutes ces questions que l'on a évoquées, par rapport au système, par rapport aux règlements, par rapport donc c'est important par rapport à la mobilité du capital et par rapport à toutes les conséquences au niveau de l'environnement. Ce sont des choses vraiment importantes, mais ce qui est positif, je dirais, ce sont les discussions qu'il faut avancer et le débat et voir comment il faudra vaincre aussi en fait les organisations et les trusts au niveau de l'énergie en ce qui concerne les investissements privés. Et en ce qui concerne la carbonisation et le nouvel âge et tout ce qu'on a discuté, et je m'en suis posé cette question lorsque j'étais dans un panel auparavant dans cette conférence, voir quels sont les défis que nous devons relever à ce niveau. Mais c'est quelque chose qui est important. On a vu en fait toutes ces questions de confiance pour les investisseurs et pour l'environnement.
Et c'est important donc par rapport à ces résultats que nous voulons promouvoir. Cela se passe, mais il faut voir quelles sont les directions qu'on va emprunter par rapport aux investissements, par rapport au verdissement de l'économie, par rapport à ce Green Deal, par rapport à tout ce que l'on vit maintenant, et comment, dans ce cadre, soit on peut décarboniser, soit traiter les questions d'une autre manière, mais il faut faire quelque chose. Et par rapport au processus de carbonisation, je crois que c'est important. Aaron, comment vous voyez, Eric, ces choses à ce niveau en tant qu'économiste? Quelle est votre perspective? Merci beaucoup, Eric. Je pense que une des choses, dit Eric, qui est importante, on peut voir ce que font les émissions carbone et leurs conséquences. Et au niveau des États, au niveau des nations. En fait, les sources d'émissions gazeuses et de tous les gaz émis, effet de serre, etc. En fait, il y a 20 entreprises qui sont énormes et des multinationales qui sont responsables de cela. En fait, il s'agit de 4 multinationales qui sont en fait responsables de ce balai et qui sont en fait les suspects à ce niveau et qui sont responsables de tout cela en ce qui concerne les émissions de dioxyde de carbone. Ils sont en fait transnationaux, comme le nom le suggère, ce sont des multinationales. En fait, on se fiche pas mal de la géographie, on traverse les frontières. Et en fait, les nations, elles ne sont pas conscientes de tous les enjeux à ce niveau. Et nous devons voir nos yeux et les efforts de ces nations. Et je pense que c'est là où l'opportunité peut se trouver par rapport à l'énergie et par rapport à ces questions au niveau mondial. Et donc, par rapport à ces questions, un des leaders donc, a parlé au mois de juillet en fait en ce qui concerne les émissions du Royaume-Uni et de la responsabilité de 20 entreprises multinationales financières. Donc, qui en fait canalisent ces investissements par rapport aux combustibles fossiles et qui sont responsables de 850 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Et donc, la question des multinationales est importante. Il faut absolument que l'on revienne sur Terre et que l'on comprenne ce qu'il en est au niveau de la décarbonisation. Et il faut trouver une réponse à ces défis ici dans la collaboration que l'on peut avoir et nos efforts conjoints. Merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà touché beaucoup d'aspects en ce qui concerne le système économique, en ce qui concerne les nations. Est-ce que je peux vous demander, Eric, en ce qui concerne le travail et en ce qui concerne les efforts et les stratégies que l'on veut mettre en place par rapport à la décarbonisation et par rapport à ce qui va se passer, comment ça va se passer dans les différents pays et pourquoi on parle de cela et de changer tout le système? Est-ce qu'il y a un angle spécifique que l'on pourrait analyser d'après vous? Kate? Oui, je peux démarrer. Il y a toujours beaucoup de choses à dire. Je sais ce qui se passe aux États-Unis, mais bon, je ne l'ai pas mentionné.
Mais en fait, il y a les démocrates socialistes, l'Amérique et les États-Unis. Donc, en fait, on a vu tout ce qui s'est passé en 2016 avec Donald Trump et les élections présidentielles. Et donc, ce groupe qui s'appelait démocrates socialistes. Et donc, de voir en fait quelles sont les questions pour le nouveau deal vert, en fait, le Green New Deal pour le verdissement de l'économie. Et en fait, on a remplacé beaucoup de choses après ce qui s'est passé aux États-Unis. On a retiré en fait beaucoup de choses qui avaient été créées par rapport à ce nouveau deal et vert. Et maintenant, il y avait une campagne pour agir et retirer tous ces changements au niveau des lobbies. Et puis, maintenant, on parle aux organisateurs de cette campagne qui a été démarrée avec les syndicats, avec les syndicats de la construction, en fait, qui sont en fait très progressistes au niveau de la question du climat. Et donc, il y a une coalition qui s'est formée et qui s'appelle ProAct et que l'on parle donc de cette campagne avec une certaine logique afin d'avoir en fait différentes, dirons-nous, circonscriptions électorales où on peut faire tout. On va faire en fait du solaire, on va appliquer de nouvelles politiques et cela est très important. Et on aura en fait un travail démocratique qui sera mis en place. Et c'est en fait la manière dont les choses vont évoluer par rapport à la démocratie. Et c'est important. Et une fois de plus, en ce qui concerne les conditions de travail, mais aussi d'autres choses. Et, euh, et ce travail est très important à ce niveau. Et, et c'est une nouvelle coalition qui s'est mise en place, et ce, après autant d'années. Et on a démarré à propos de ces différents emplois et de l'économie qui se trouvait donc sur une liste en fait qui ne s'appellerait plus le Nouvel Deal comme on l'a fait il y a 10 ans. Et puis après, on a changé un peu le cadre et en fait, en ce qui concerne ces personnes du secteur minier, du secteur de la construction, on a vu comment ils ont créé en fait une position à ce niveau par rapport au travail de l'organisation et voir comment cela était important et quelle était en fait cette question par rapport donc à ces différents paradigmes et ces différentes options. Et je pourrais continuer sans fin, mais je ne voudrais pas en fait monopoliser le débat non plus. Et je ne voudrais pas monopoliser le débat par rapport à d'autres orateurs et panélistes. Et en fait, c'est en fait la question du travail vert et de la décarbonisation qui est importante. Et je pense que cela a apporté quelques transformations par rapport à l'idée que les emplois verts ne sont pas uniquement des panneaux solaires et d'autres idées et que les emplois verts sont des emplois permanents et en ce qui concerne la tradition, en ce qui concerne différentes questions et voir quels étaient les différents aspects à ce niveau et qu'il y a des travailleurs qui sont assez unis aux États-Unis et qui seront plus progressifs à ce niveau. En ce qui concerne la Fédération américaine des professeurs, la FT, Federation of Teachers, et voir donc comment on pouvait faire avancer les choses dans le débat. Et en fait, je pense qu'on a une conversation qui se met en place et qui est plus consistante par rapport à la décolonisation dans un cadre différent et voir un peu ce qui se passe par rapport à la question de l'autocratie dans le lieu de travail.
et par rapport à cette décarbonisation. Merci mille fois et je vous remercie par rapport à ces questions, par rapport au climat et par rapport à tout ce qui intervient dans le débat. C'est intéressant pour le public et comme je vous l'ai dit, Alicia, vous voulez vous dire quelque chose, Alicia, à ce niveau? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a la question de la décarbonisation et de voir comment on va décarboniser l'économie. En fait, il y a les questions de l'environnement et c'est la question de ce que nous pouvons faire. Mais de voir comment on va produire ces différentes stratégies à ce niveau. Et je pense que c'est tout à fait raison. Eric a raison à ce propos. Et Eric l'a bien dit par rapport aux travaux et en fait la question de la décarbonisation. C'est en fait intéressant de voir tout ce qui s'est passé à ce niveau en ce qui concerne les différentes actions qui ont été entreprises par différentes organisations pour la transition énergétique et pour aider les travailleurs qui ont perdu leur travail. Et donc, nous devons en fait fermer en fait toute l'industrie qui a trait au charbon. Et donc, il faut trouver des solutions et, et les personnes qui se trouvent dans ces industries se retrouvent sans emploi. Mais vous savez qu'il y a des gens qui doivent être aidés. Et c'est important aussi pour les retraites et pour les assurances qui leur fournissent une retraite. Et que l'on pourrait faire un engagement à propos de ces travailleurs et de la transition et de voir comment on va travailler avec la société. C'est peut-être quelque chose d'important à ce niveau et de voir comment on va pouvoir travailler par rapport au mouvement des travailleurs et de tout ce qui s'est passé à ce niveau. Cela était très, très important. Et en fait, par rapport à ces questions, par rapport à ce que l'on a vécu, et cela veut dire qu'il y a eu beaucoup d'investissements publics et qu'il faut repenser et voir comment on va, dirons-nous, avoir un salaire égal par rapport au travail. Donc, et si vous ne pouvez pas avoir un meilleur travail, tant pis, c'est tant pis pour vous. Je crois que ces emplois qui ont été créés doivent aussi refléter un autre environnement. On a parlé de ces programmes et cela est très important par rapport au travail qui est fait pour la décarbonisation et par rapport au projet de transformation de société que nous avons, où on va être bien payé. Et je pense qu'il faut avoir des choses concrètes, donc, et une prise de conscience en ce qui concerne la décarbonisation et les emplois qui existent. Et cela ne veut pas dire donc que personne ne va avoir du travail et que les choses s'arrêtent ainsi. Et cela ne doit pas être le cas. C'est quelque chose qui est donc plus ciblé à ce niveau. Donc voir comment en fait nos institutions jouent avec cela et nous devons voir comment les choses vont évoluer. Eric, quelle est votre vision à ce niveau? Je peux dire directement par rapport à ce que j'ai étudié et avant la crise de la COVID-19, les marchés devaient prendre en compte la perte des emplois au niveau mondial est due au stress de la Covid et tout ce qui s'est passé par rapport aux emplois à plein temps. Et j'estimais à ce moment-là que les pertes des emplois dues au réchauffement climatique et à tout ce qui se passait, c'est que
nous allons avoir des pertes de 3 trillions de dollars dans le système capitaliste tel qu'on l'entend. Par rapport à ce que mes collègues ont dit aussi, quelles sont les étapes à franchir? Et je pense qu'on devra en fait voir comment résoudre ce problème à ce niveau. Je crois que ce serait très important avec le système capitaliste et voir comment, en fait, 3 trillions de dollars, qui est en fait, dirons-nous, un chiffre astronomique des revenus d'une nation, comment on va gérer cela? Et ce qui est peut-être encore plus important, à mon avis, c'est la perte des emplois dont on a déjà parlé et de répartir en fait les revenus de manière égale et équitable. Et par rapport au salaire moyen et pour l'économie et voir en fait quels sont aussi l'Asie du Sud-Est qui participe à 6% de la croissance des PNB par rapport à cette classe moyenne. Et je vois un petit peu sur la messagerie des réponses à des questions. Et Madame Lansman-Karine, si je prononce son nom correctement, elle dit quelles sont les solutions? Qu'est-ce que nous allons faire? Ce sont des estimatives à ce niveau et par rapport à l'internationalisation, ce sont des estimatives par rapport donc en fait au kilowatt par heure d'électricité par rapport au nombre de travailleurs. Il faudra voir donc la question de la production et du gaz. C'est un dixième de ce que l'on aurait pu être atteint par rapport aux gains et bénéfices pour l'emploi. Et donc, ce n'est pas uniquement donc cette approche en termes de langue, en termes de concept ou philosophie, ce sont en fait des nouveaux emplois et là où le durable peut entrer en ligne de compte, voir comment on pourra en fait trouver la solution sans vœux pieux. Et donc, et comment il y aura une stratégie d'emploi? Et quelle est la stratégie économique à ce propos sur la question du sol et des investissements à ce niveau et des technologies pour la création d'emplois, mais dans les limites du système, bien sûr, voir aussi la classe capitaliste mondialement et accepter ce fait. C'est notre tâche de rendre cela possible. Voyons, on revoit encore et toujours le besoin d'arriver à démocratiquement brider finalement le capital par une série de principes fondamentaux. Alors, essayez-moi de sortir un petit peu du cadre qu'on a utilisé pour l'instant à propos de travail, d'emploi, de création d'emploi, qui est évidemment un concept intéressant d'une certaine manière, mais il y a aussi ces voix qui s'élèvent pour dire que la décarbonisation, finalement, ne peut se réaliser qu'en travaillant moins, en consacrant davantage de temps à d'autres activités, le service, l'engagement civique, le volontariat, parce que finalement, cette espèce de roue que l'on contribue à alimenter en créant de l'emploi ne fait qu'aggraver la situation au niveau du bilan carbone. Alors, est-ce que vous auriez tendance à vous joindre et à faire écho à ces voix? Finalement, vous pensez que finalement avoir énormément d'emplois doit-il être une priorité secondaire par rapport au fait de décarboner l'économie ou doit-on vraiment mener ces combats de front?
Qui voudrait répondre en premier? Oui, je veux bien me lancer. Alors écoutez, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles la proposition de ce manifeste est un peu formidable, c'est-à-dire dans la mesure où on peut tenter justement de faire ces trois objectifs de concert, construire une société plus juste et aussi décarboner l'économie et s'assurer que l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle soit mieux aménagé. Moi, je suis convaincue effectivement que cette approche holistique, normalement, quand on a travaillé 60 ou 70 heures par jour, ça vous laisse tout juste l'énergie de boulimiser sur Netflix la nuit. On ne sort plus, on n'a plus vraiment de vie sociale, on hésite à sortir ou à participer à un programme social quel qu'il soit et culturel aussi. On a tendance à finir par se couper du monde. Et continuer, comme vous le dites, et comme le font les bonnes souris de laboratoire, à faire tourner sa grille de jour en jour. Donc, je pense qu'il faut agir sur les plusieurs choses à la fois. D'une certaine manière, créer en effet euh, et agir en tout cas au niveau de la politique publique là où on sait que le secteur privé n'est pas particulièrement vertueux ni efficace. Par exemple, essayer d'améliorer euh, la protection des zones côtières de l'océan, enfin de l'environnement, essayer de faire tout ce qui est un travail finalement peut-être ingrat mais absolument essentiel. Euh, autour de nos thématiques donc et dont on peut affirmer que c'est et absolument capital et nécessaire pour décarboner notre économie et prioriser ce sujet, évidemment, semble couler de source. Il y a toute une série, par ailleurs, d'emplois divers qui vont d'ailleurs générer un profit ou pas, ou en tout cas donner je dirais une mission, un sens à la vie de beaucoup de communautés. Je pense que donc on ne doit pas simplement décider de se tourner les pouces et une grande partie de ces travaux devront être sous-traités avec le secteur privé parce que seul le secteur privé s'en acquittera correctement. Toutefois, les nouvelles conditions permettant de s'épanouir et de continuer à faire tourner les jeux, entre guillemets, doivent être mis en place par le secteur public. Ça, je pense que, voilà, pour créer une meilleure société, il nous faudrait des garanties fédérales peut-être qui institutionnaliseraient un minimum d'heures de travail garanti euh, par semaine, mettons 4 jours étant la norme nouvelle ou le maximum autorisé, avec un minimum, en effet, un espèce de revenu minimum qui conviendrait à tout le monde. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que beaucoup de gens opteraient ou auraient peur d'opter pour cette réduction du temps de travail si on n'a pas un salaire minimum garanti. Vous avez raison, ça va de pair. Ça fait sens. Oui, donc ce sont quelques exemples qui me viennent à l'esprit. Par ailleurs, aussi construire et les infrastructures nécessaires pour que les parcs et les lieux justement de repos, de culture ou pour aller se promener dans la nature soient inspirants et bien entretenus, évidemment, doit être fait aussi. De même que la vie urbaine ou d'ailleurs provinciale et de banlieue, tout cela doivent être des options sur lesquelles on ne peut pas faire l'économie de se pencher finalement. Merci beaucoup, Alissa. Oui, je crois que je suis assez d'accord avec tout ce que vous venez de dire. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre, effectivement, et laisser pour compte un ou l'autre de ces pans de l'économie. Chaque boulot, idéalement, devrait devenir aussi vert que possible dans la mesure où tout le monde voudrait contribuer à une économie et une planète aussi décarbonée que possible, tout en ayant conscience que cela ne se fera pas sans travailler un minimum et que cela ne peut se faire qu'en ayant le recul et la qualité de vie. Enfin voilà, donc en fait, il faut pas cesser de consommer de but en blanc et devenir peut-être ascète ou adepte du prana, et du pranisme, mais par contre, arriver à prendre les choses avec un peu plus de recul et consommer différemment. Beaucoup de gens, par exemple, ont commencé à jongler avec différents jobs à la fois parce qu'ils n'arrivaient pas à gagner assez avec un seul. Et je crois qu'effectivement, donner une voix et une représentativité aux différentes corporations des travailleurs pour qu'ils puissent se défendre et obtenir des droits minimums, comme vous le disiez, est important aussi. Tout ce qui implique les différents pans de la société civile aussi. Ah, nous perdons la connexion. Et beaucoup de gens, effectivement,
sont dépendants donc d'un revenu euh, conséquent et doivent en effet jongler, et pas par choix, avec une accumulation. Ici, en tout cas, aux États-Unis, c'est le cas certainement de travail. Alors, quand vous parlez de revenir à une semaine de 40 heures ou bien de 4 jours ou un job unique, bon, ça nous paraît parfois une espèce d'utopie inaccessible et lointaine, hein. Mais vous avez raison, c'est souhaitable dans l'absolu. Après, il y a eu aussi toute une série de demandes déjà formulées par les mouvements syndicaux, hein. Donc, c'est pas comme si c'était des propositions totalement innovantes ou incongrues. Mais déterminer, oui, effectivement, quels sont les jobs essentiels sur lesquels miser, vous avez raison, serait opportun. Erin, quand pensez-vous qu'aimeriez-vous ajouter? Je crois qu'effectivement, la tâche principale n'est pas forcément sur les épaules des producteurs, mais plutôt sur la modification et des habitudes des consommateurs, finalement, hein, qui sont tributaires des médias et de toute une empreinte capitaliste qui n'est plus durable. Et on le sait, on l'a suffisamment répété, l'empreinte écologique de nos activités consuméristes ne permet plus à l'ensemble des habitants d'y survivre. Et la concurrence qui en découle au niveau euh, des forces de travail doit être démantelée finalement. Et il faut là absolument ériger des mécanismes d'endiguement, je dirais, d'enrayement, donc de cette surexploitation des ressources de notre planète qui n'est plus tenable. Merci beaucoup. Nous avons un certain nombre de questions qui étaient posées en français que nos volontaires ont gentiment déjà traduites en anglais, alors que je vais tâcher de résumer parce qu'ils partent dans différentes directions, mais que je trouve toutes intéressantes. Notamment Karine Lancement, qui mentionne le sentiment de résignation, une vague de résignation qui s'est abattue sur les travailleurs qui cherchent au fond un nouveau sens à leur vie parce que leurs anciens travaux ou leurs anciennes occupations n'étaient pas soit suffisants, soit plus essentielles ni épanouissantes. Alors, les gens ont-ils besoin de communiquer davantage sur ces sujets-là? Et en traduction, je vois aussi qu'on demande s'il ne faudrait pas plus de conscience écologique individuelle avant de pouvoir penser ou parler de changement systémique. Et puis un autre monsieur, enfin une autre dame demande ce qu'il peut faire justement pour remotiver les travailleurs euh, et arriver finalement donc à repenser les carrière stimulante en fonction de l'environnement. Et je dois dire que tous ces gens montrent à quel point ils sont déjà, entre guillemets, motivés à intégrer une structure plus durable. Et peut-être est-ce une génération entière d'ailleurs qui, je pense, a totalement intégré ces concepts. Mais comment voyez-vous ces questions de prise de conscience, ce qu'il faut vraiment faire savoir à propos des choix de carrière et d'orientation? Est-ce que vous voyez des changements de mentalité déjà fondamentaux affectant les générations de vieux croulants que nous sommes, ou faut-il attendre que le bâton se passe pour arriver à vraiment décarboner efficacement? Kate, aimeriez-vous répondre? Ou Erin en premier? Les premiers seront les derniers. Et inversement? Ah, écoutez, c'est une question évidemment vaste et force concurrentielle pour arriver à finalement mettre à disposition tous les moyens nécessaires pour que la population retrouve un sens après avoir perdu des emplois de haute qualité à haute valeur ajoutée, assistant justement aux diktats du marché qui impose sa rationalité au changement de valeur par rapport à toute une série de logiques géographiques imparties par région sur la planète et où l'on sent les pressions de la migration, des vagues de réfugiés,
d'un côté et d'autre côté des vagues de perte d'emploi et de sens, comme vous le dites, est bon, amplement et indéniablement caractéristique d'une faillite de système. Donc, des gens de toutes sortes de couleurs, d'ethnie, de genre sont forcés de se remettre en cause et voient leurs efforts, tous les efforts d'une vie, parfois sapés en réalité en peu de temps. Donc, cette crise du climat, telle que présentée par les médias et l'économie principaux, peut être corrigé avec juste le petit ingrédient, le paramètre, le bon prix sociométriquement calibré, mais en réalité, comme certains collègues l'observent marqué dans la série des questions-réponses, la réalité est que c'est bien au-delà de la recette miracle. On ne peut pas vraiment attendre une action remédiatrice miracle par les bons choix, je crois. Du marché, puisque cela va bien au-delà de la faillite du système. Il faut désormais passer à un genre de réglementation et de régulation très stricte, qui est une tâche assez dure qui nous incombe. Et ces 3 jours de conférence, je pense, sont peut-être l'un des principaux phares ou les principales lueurs d'espoir à l'horizon du bout du tunnel que nous pouvons nous permettre d'espérer traverser, en tout cas peut-être même avant de passer le bâton des responsabilités à la prochaine génération. Ne pas laisser effectivement notre temps libre se structurer en fonction des dictates de cette économie de marché, mais vraiment œuvrer pour que les choses changent dans le bon sens proactivement. Merci, Kate. Qu'aimeriez-vous rajouter peut-être des réserves ou des... Oui, moi je voulais juste rebondir sur la question de la prise de conscience et de la motivation pour les gens qui travaillent pour des entreprises plus traditionnelles. Et je pense vraiment que face à ce problème systémique, quand on parle d'orientation, de choix, d'emploi qui peuvent être mis sur la balance, je dirais, par rapport à nos choix de consommateurs plus ou moins verts. Personnellement, effectivement, je crois qu'effectivement, les choix personnels sont très importants pour faire démarrer le changement, quel qu'il soit. Et je crois que les gens, malheureusement, font la plupart du temps des choix en fonction de ce qu'ils peuvent et pas de ce qu'ils veulent. Donc, dans le système actuel, se pose la question de, voilà, de voir quel travail se présente à eux au pôle emploi du coin en pratique. Et donc, même s'ils ont des grandes idées ou intentions de voter avec leurs pieds et de correspondre à leurs idéaux, pour faire de ce monde un monde meilleur, il nous faut néanmoins de l'argent pour payer les factures à la fin du mois et pour mettre du beurre dans les épinards. Donc, ça restera néanmoins je dirais, le déterminant principal de notre vie professionnelle et de notre insertion dans le marché du travail. Donc, ces raisons prosaïques et qui sont néanmoins très réelles sont les principaux déterminants des choix professionnels ou des non-choix, le cas échéant. Donc, il faut aborder les choses de manière plus structurelle plutôt que de dire au niveau de l'entreprise comment modifier ou améliorer ou verdir, entre guillemets, les postes ou les descriptions de jobs. C'est très bien, mais il faut vraiment reconnaître les pressions auxquelles tout le monde sont soumis et essayer d'offrir ces options collectivement plutôt que de... Donc, par le biais de réglementation, faire en sorte que petit à petit, les activités de services ou postes industriels qui ne sont pas du tout éco
ergonomiques, entre guillemets, le deviennent petit à petit ou soient moins agressifs vis-à-vis de l'environnement. Voilà, ce sont le diable est dans les détails, parfois, mais des petits pas qui permettront de faire les grands changements, nous l'espérons, ou de faciliter les vrais changements de société. Oui, en effet, bonne question. Comment y répondriez-vous? Ah, bah oui, c'est en effet le travail ma foi, des hommes politiques de créer ces conditions idéales pour que les programmes existent de manière à changer le cours des choses. Bah, alors après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je dirais que dans l'économie américaine, en tout cas, les emplois au cours des dernières années, certainement, ont été essentiellement des techniciens divers, enfin, ou des boulots aussi bien dans le secteur de l'ingénierie photovoltaïque que dans le soin et dans le bien-être finalement. Et peut-être même dans l'industrie du spectacle. Comme on le sait, les Américains sont très friands de cinéma et on sait que tous ces métiers-là aussi, à leur façon, d'amuseurs et d'acrobates ou de clowns, sont à leur façon verts aussi, parce que bon, ils n'ont pas pu exister comme on le sait durant la crise de la Covid-19 et on les a un peu relégués, mais en réalité, on voit à quel point je sais le naturel, il revient au galop. Ceux-ci sont des activités qui ont couvé sous la marmite cocotte pendant très longtemps, mais qu'au contraire, les gens prisent et voudraient rendre plus accessible au grand public ou peut-être même générer davantage de vocations dans ce secteur en rendant ces emplois plus accessibles et même mieux payés. Donc, je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience de ce point de vue-là de manière généralisée. Les grandes tendances veulent faire mieux qu'avant, donc mieux rémunérer les occupations qui permettent de rendre notre planète un lieu plus agréable où vivre, où nous, des habitants plus amènes et des terriens plus responsables. Donc, je crois que tout ça est lié avec une série de critères beaucoup plus durables, d'avoir effectivement une palette de programmes de spectacles qui fournissent un soutien, un réconfort au niveau moral comme au niveau culturel, tous ces métiers qui améliorent la qualité de notre vie, qu'on le veuille ou non, plutôt que sa productivité. Les arts en font certainement partie, alors qu'elle n'était pas suffisamment mis au sommet des priorités. Donc, j'ai personnellement un, un espoir que la définition du travail vert soit révisée de manière à inclure des aspects ou des facettes trop longtemps négligées. C'est une très belle note sur laquelle conclure. Je dirais effectivement, alors comment décider en même temps quelle profession à inclure dans cette nouvelle définition des métiers indispensables, là, évidemment. L'honneur de la guerre, mais ceci dit, dans la série des questions-réponses, je vois encore une dernière intéressante, en tout cas qui introduit une nouvelle dimension ici. Michael Galvin qui nous demande dans quelle mesure la démocratisation aurait un effet ou un impact positif sur la santé, parce que la santé, on le sait, est hautement socialement déterminée. Donc, peut-on chiffrer ou projeter éventuellement l'effet vertueux finalement d'une plus grande pratique démocratique sur l'amélioration de la santé? Quelqu'un oserait-il se lancer? Alisa peut-être? Oui, pourquoi pas? Alors, je crois qu'elle en parlait évidemment, le rôle et le profil ou le métier de soin et de tout ce qui touche à la qualité de vie est effectivement quelque chose qui contribuera à une amélioration de la santé. La santé et la prise en charge de la santé et les thérapeutes, tout ceci sera aligné assez naturellement, je crois, suite
ces séismes que nous venons de traverser par rapport au secteur de la santé qui était si mal géré à bien des égards. Alors on sait que la quête de l'or noir et de tellement d'autres priorités finalement, ou l'activité d'exploitation minière, etc., a finalement impacté directement négativement et indirectement négativement la santé et l'état de la planète comme de ses habitants, clairement. On sait que ça a forcément entraîné les émissions d'énergie fossile dans l'atmosphère de manière excessive et aussi probablement compromis les poumons et tué des millions de gens qui travaillent dans des conditions atroces en exploitant ces énergies dans les mines ou en respirant simplement l'air pollué qui en découlait ensuite. Donc, on ne peut pas nier que ce type de société a bien entendu sacrifié des santé, je dirais, la santé humaine. Bon, vous voyez, la pandémie a été une sorte euh, de point d'orgue par rapport à cette tendance qui a toujours existé, mais je pense que ça n'était finalement qu'un artefact parmi d'autres que cette épidémie dernière en date par rapport à tous les problèmes structurels affectant la santé des habitants de la planète depuis ces années, ou voire peut-être siècles d'industrialisation à outrance visant à la surexploitation de nos énergies et de nos ressources énergétiques. Donc certainement, des options à venir, quelles qu'elles soient, moins polluantes, ne pourront qu'avoir un effet et un impact positif sur la santé. Merci pour cette réponse très juste. Alors, je sais que c'est assez difficile, mais j'aimerais vous demander, comme nous approchons de la fin de notre temps de parole, d'avoir juste une peut-être remarque conclusive pour ce qui vous apparaît comme étant la chose la plus importante à faire en tant que communauté pour contribuer à cette immense tâche dont nous venons de parler. Et vous nous avez parlé au cours de la dernière heure, qui commencerait cette fois, Kate? Honneur aux dames. Je vais essayer. Je crois qu'effectivement, une grande partie de ce qui a été dit, même pendant l'assemblée plénière, va peut-être sonner comme un cliché, mais que clairement, ces trois piliers de la démocratie, de la démarchandisation et de la décarbonisation sont vraiment intimement euh, entrelacés et interdépendants. Et donc, et on peut espérer donc que cet effet domino se mette en branle sous l'égide peut-être ah, un concept fêtier qu'on appellerait celui de la décolonisation et qui entraînerait donc un retrait finalement par rapport à ces trois activités délétères qui ont duré depuis des décennies et des centaines d'années en effet et ont empêché de protéger la biodiversité ou de s'occuper finalement, voilà, bon, on peut penser à la forêt amazonienne évidemment et bien d'autres plaies béantes au Brésil ou ailleurs sur la planète, donc des activités qui ont miné, comme on le sait, les poumons tout à fait essentiels de la planète. Et donc, euh, et on sait que finalement, la déforestation au Brésil a réussi à chuter de 50% grâce à justement une gestion avec une prise de conscience plus démocratique des enjeux justement environnementaux de décarbonisation et de décommercialisation. Donc tous ces les aspects surexploitation, limite esclavagiste et en tout cas dommageable à l'environnement ont été mis à jour et portés à la connaissance du grand public et ont eu des impacts qui ont fini par se traduire par des actions politiques, voire institutionnelles, qui protègent mieux tout de même l'environnement, quelle que soit la vitesse à laquelle les choses évoluent, qui n'est jamais peut-être suffisante. Je crois que les choses s'améliorent quand on arrive à mener de front ces trois combats. Je crois que c'est effectivement ce réseau de ces trois euh,
roue qui peut-être pourra aider à remonter l'engrenage infernal dans lequel nous sommes embarqués. Merci. Alors, Alicia, ben, pareil, hein, je pense qu'effectivement, on peut que redire ce qui a déjà été dit quelque part, mais quand on parle d'action climatique, on pense que cela implique de court-circuiter la démocratie ou en tout cas d'essayer de passer à travers des mailles du filet pour imposer des réglementations extrêmement strictes. Mais en réalité, au travers de ces défis particulièrement aigus dont nous venons à peine de sortir, peut-être, je pense qu'on se rend compte que l'un ne va pas sans l'autre et qu'effectivement, il faut, vaille que vaille, tenir bon pour forcer en effet ces schémas au travers de l'entonnoir d'une démocratie qui doit s'organiser avec évidemment les objectifs du changement climatique en tête, mais aussi ces autres questions de démocratisation sur le lieu du travail avec une meilleure organisation et puis aussi de démocratisation des institutions au niveau des décideurs politiques et tant dans le plan privé que dans le plan public. C'est comment arriver à se traiter finalement comme une espèce de système à réviser collectivement. Orange, merci. Voilà, que dire, ma foi. Après ces 3 jours de petites perles, récolter, collaborer, échanger nos connaissances, continuer à le faire et vous remercier d'avoir organisé. Seront mes seuls mots en guise de conclusion. Merci beaucoup. Alors avant de tomber le rideau, laissez-moi vous annoncer quand même juste encore une dernière séance qui devrait avoir lieu pour décider donc la salle 107 ou 5 un peu plus tard pour simplement décider du format qu'on aimerait donner à la prochaine édition de ce forum. Donc évidemment en fonction de vos disponibilités, nous espérons pouvoir vous accueillir, mais sinon un grand merci déjà à tous ceux qui ont fait un travail formidable dans les coulisses, aussi bien qu'à nos 3 panélistes éminents. Merci à vous, sponsors invisibles, ainsi que honorables membres de l'auditoire. Donc, continuez tous ces exercices et passez une joyeuse fin de soirée. Au revoir.